Christophe Castaner est l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Donc vous êtes secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, président du parti La République En Marche, pour situer par rapport à nos auditeurs, et Redouane Faïd, plusieurs fois condamné, déjà évadé d'ailleurs d'une prison française en 2013, s'est à nouveau évadé hier de la prison de Réau, en Seine-et-Marne. 3000 policiers et gendarmes sont à ses trousses. Des informations peut-être sur cette traque ? Non, pas d'informations. Et vous imaginez bien que si le gouvernement avait des informations, on ne pourrait pas les communiquer, mais des moyens exceptionnels sont mis en œuvre parce que après cette évasion spectaculaire, qui nous interroge d'ailleurs et qui doit faire l'objet d'une inspection pour qu'on comprenne les raisons de cette évacuation, de cette évasion, et que du coup nous puissions prendre des mesures qui permettront d'éviter cela à l'avenir sur une prison assez récente, inaugurée en 2011 par Nicolas Sarkozy. Et donc on voit bien qu'il y a peut-être des mesures spécifiques à prendre, mais maintenant l'enjeu c'est effectivement de le remettre en prison. Vous savez qu'il a été condamné jusqu'en 2067. Oui, bien sûr. Puisqu'il est multirécidiviste, effectivement. Plus une première évasion qui avait aggravé sa peine de 10 ans. Et il est impliqué dans la mort d'une policière, même si lui a nié toute implication. Son dossier est tout de même un dossier important, si on peut dire les choses comme ça. Condamné à 25 ans en appel sur l'affaire Aurélie Fouquet. Aurélie Fouquet. Et je vous propose d'écouter l'un des syndicalistes de la prison de Réau qui, lui, pointe plusieurs faiblesses de cette prison qui, selon lui, on va l'entendre, c'était au micro de la télé France Info, peuvent expliquer cette évasion. Cet établissement, à chaque fois qu'on a fait l'actualité, c'est un dimanche. Et samedi, dimanche, c'est des jours où il y a un peu moins de personnel. On a toujours ces problèmes d'effectifs et de sécurité. On n'a pas de filet anti-aérien, on n'a pas de sas pour entrer sur l'établissement. L'abri famille, vous avez du personnel de surveillance, c'est encore moins sécuritaire que le centre des impôts. Enfin, on manque cruellement de moyens et malheureusement, c'est le petit personnel qui paye. Voilà, donc vous voyez, on manque de moyens. Oui, c'est quand même une alerte, c'est pas nouveau, on ne découvre pas que les prisons françaises sont sous tension. Alors elles sont sous tension à la fois parce qu'il y a une sous-capacité par rapport au nombre de personnes que l'on doit mettre en prison. Et donc nous avons lancé un plan de construction de 15 000 places supplémentaires en prison. Il faut des moyens de fonctionnement, il faut aussi des outils, la prison, qui soient adaptés. Là, il y a ce questionnement de savoir pourquoi la cour d'honneur était accessible en hélicoptère, parce que normalement... Malgré les demandes des syndicats, effectivement, de mettre des dispositifs pour que les hélicoptères ne puissent pas accéder, le cas échéant, à la cour d'honneur. Oui, parce que en fait, pourquoi il n'y a pas effectivement de mise en sécurité par rapport aux hélicoptères, c'est que normalement, il n'y a jamais de détenus qui passent sur cet endroit-là. Mais effectivement, et la garde des Sceaux, qui s'est rendue sur place dès hier après-midi, a indiqué qu'il fallait tout étudier, il fallait tout corriger, et qu'évidemment, les enseignements que nous devons tirer de ce qui s'est passé dans la prison de Réau doit être aussi mis en œuvre dans l'ensemble des prisons françaises. Et donc, nous verrons si dans les heures qui viennent, la traque policière apporte ou pas des fruits. Alors, la transition n'est pas facile, l'actualité est faite comme ça. Les ministres sont invités à passer à Matignon auprès du Premier ministre pour voir s'ils sont de bons ministres ou pas. C'est gadget, c'est sérieux. Non, ça aura des conséquences si on diagnostique qu'un ministre n'est pas un bon ministre? Je n'en doute pas. Des conséquences, non pas comme un carnet de notes à la fin de l'année scolaire, mais des conséquences sur sa façon de travailler, sur la méthode qu'il utilise, sur le rapport qu'il a avec ses collègues du gouvernement, avec le Premier ministre. C'est l'objectif de ces moments. Vous savez, on est le nez dans le guidon quand on est ministre. Il faut des temps de pause. Et donc, l'entretien que chacun aura avec le Premier ministre permettra aussi d'évaluer cela. C'est pas un peu infantilisant ? Non, parce que je crois que l'évaluation, elle est nécessaire. Elle vaut pour tous. Elle vaut dans l'entreprise, elle vaut pour un étudiant, elle vaut aussi pour un ministre. Je pense qu'il faut évaluer cela. Vous savez, j'ai pris un risque assez récent. J'ai lancé... un think tank a fait une étude sur La République En Marche et j'ai accepté qu'il y ait une question qui soit posée auprès de 30 000 adhérents pour faire une évaluation du rôle et de la façon dont j'exerce mon rôle. Je prends le risque que si 80% des gens disent « Castaner, il est nul », je sois obligé de présenter ma démission. Je pense que c'est nécessaire d'assumer l'évaluation. On la demande à tous les Français. Il faut la demander aux politiques aussi. Ce qui est surprenant pour les ministres, c'est qu'on n'est pas tout à fait habitué. Ça ressemble beaucoup à une méthode de management. Et dans énormément d'entreprises, il y a ce qu'on appelle un entretien annuel pour les salariés, où on remplit une fiche, voilà, et on a un dialogue avec son N+1, comme on dit, son manager. Donc c'est plus étonnant dans le monde de la politique.
C'est étonnant parce qu'on ne l'a jamais fait. Mais si on le fait partout dans le monde de l'entreprise, je suis sûr que, comme journaliste, vous avez été évalué avec vos performances, vos audiences, etc. Oui. Je pense qu'il est nécessaire de le faire aussi pour les ministres, avec des critères évidemment différents, mais il est nécessaire de le faire. Et puis, ce n'est pas une évaluation par rapport à des objectifs quantifiés au départ, mais c'est aussi une capacité de travail collective. Par exemple, certains ministres peuvent ne pas assez travailler collectivement. Le Premier ministre peut être amené à leur dire. Vous êtes évalué quand par le surveillant général? Alors, moi, je vois le Premier ministre presque tous les jours, et donc je n'ai pour l'instant pas encore de rendez-vous. Vous êtes copain? Ah, vous n'avez pas de rendez-vous, d'accord. Non, pas parce que je suis Vous êtes copain avec lui, ça va bien se passer, j'en suis certain. Non. Est-ce que ça préfigure un remaniement gouvernemental? Non, je ne crois pas. Ah, il n'y aura pas de remaniement Il y en gouvernemental? aura peut-être un, mais ce n'est pas ce moment d'évaluation qui D'accord. va conduire à un remaniement. Et puis, faisons les choses dans l'ordre. L'ordre, c'est justement de prendre le temps de l'évaluation. Commençons pas à spéculer sur un remaniement, sinon la presse va s'emballer et ne va parler que de ça dans les jours qui viennent. Alors, il y a quelqu'un qui vous a évalué. La note est moyenne, elle s'appelle Ségolène Royal. Elle était l'invitée de France 3 hier midi. L'économique, le social et l'environnemental. Il en manque Si un. l'un de ces trois piliers s'affaiblit, et c'est un peu le cas. Sur lequel ? Sur le social et sur l'environnemental. Moi, je préfère dire que si cette impression est donnée à certaines personnes, alors il faut rectifier les choses. Et donc, Social, environnemental, vous êtes faible, dit Ségolène Royal. Ça Mais je vaut crois quoi? que- Ça vaut 8 sur 10, 8 sur 20, quoi. Voyez. Là, non, j'ai l'impression qu'elle est moins sévère que vous, mais je ne suis C'est pas vrai. surpris que vous soyez sévère. Non. Non, mais elle a parlé de la perception. Et elle a raison en cela. Si effectivement la perception de notre politique par les Français n'est pas équilibrée, que nous ne sommes pas dans ce en même temps qui fait l'ADN de ce que nous sommes, c'est-à-dire de ne pas chercher à avoir des mesures de droite ou des mesures de gauche, mais de chercher à prendre les mesures qui soient les plus utiles, les plus efficaces pour les Français. Elle ne dit pas la ben, il perception, faut- hein, elle dit c'est faible. Les Non, piliers environnemental et social, c'est faible. Et si les gens ont la perception... Mais elle dit c'est faible. Bah, c'est Elle sa dit ça. perception, c'est sa perception à elle. Donc elle est certainement Voilà. comme les gens dont elle parle. Alors, elle est ambassadrice, payée par l'État, donc par le gouvernement. Non, je crois qu'elle est bénévole. Elle est bénévole. Non, je suis sûr qu'elle est Elle est bénévole, bénévole. dans elle est son bénévole. engagement. Donc, elle peut dire ce qu'elle veut. Non, elle n'a pas la liberté de parole parce que justement elle est ambassadrice Qu'est-ce que vous allez et que faire? du coup Vous allez la elle sanctionner est tenue, elle sera peut-être invitée à une évaluation. Ségolène, Non, c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil. Ségolène Royal Monsieur l'a cadré. Apathy, c'est Ça, un clin d'œil. ça va faire de la dépêche, ça. Hein. Oh là là. Vous avez bien noté, peut-être invité à, hein, je précise. Vous restez avec nous, Christophe Castaner. 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Près de 3000 policiers et gendarmes mobilisés pour tenter de retrouver Redouane Faïd. Le braqueur récidiviste s'est enfui hier de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Le parquet de Paris ouvre une enquête. La ministre de la Justice diligente une inspection pour FO pénitentiaire. Il aurait dû être dans une centrale sécurisée. Le syndicat n'exclut pas des complicités en interne. Emmanuel Macron attendu en début d'après-midi à Nouakchott en Mauritanie après 2 attaques vendredi contre les soldats de l'opération Barkhane et contre la Force 5 G5 Sahel. C'est une alliance des pays de la région pour lutter contre le terrorisme et le président doit justement rencontrer les dirigeants de ces 5 pays pour encourager sa montée en puissance. Des orages toute la nuit sur la façade atlantique. Les pompiers sont intervenus des dizaines de fois en Loire-Atlantique, sur le bassin d'Arcachon aussi. 7 départements restent ce matin en vigilance orange, du Finistère à la Vendée. Le Rhône est également en alerte canicule. Dernier grand favori du mondial encore en lice, le Brésil va tenter de se qualifier aujourd'hui pour les quarts de finale face au Mexique. Belgique-Japon aussi au programme. Hier, l'Espagne s'est fait sortir en 8e par les Russes. La Russie qui sera opposée à la Croatie, vainqueur du Danemark. France Info. Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, délégué général de La République En Marche et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Un accord a été trouvé ce week-end, enfin du moins jeudi et vendredi à Bruxelles sur la crise des migrants, mais c'est un accord qui a l'air de n'avoir que l'apparence d'un accord puisque plusieurs mesures ont été annoncées dont on pense qu'elles ne seront en fait jamais prises. Pour exemple, Emmanuel Macron a évoqué des centres contrôlés qui pourraient être établis dans les pays d'arrivée des migrants, mais qui acceptera ces centres? La question est posée. On écoute pour commencer le chef de l'État. Ces centres ont pour intérêt d'aider les pays de première arrivée à organiser avec un financement, une organisation européenne, l'accueil des migrants, l'instruction des dossiers et la reconduite vers leur pays d'origine des personnes qui ne sont pas admises à la protection de l'asile. Alors Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, a dit qu'il était hors de question qu'en Italie, il y ait ce centre de contrôle. C'est un pays de première ligne. Malte a fait savoir qu'il n'en était pas question. La Grèce, je n'ai rien vu passer, mais enfin, on ne voit pas pourquoi il se précipiterait. En fait, le sommet n'a rien résolu sur la crise des migrants.
Monsieur Paty, nous sommes rentrés dans ce Conseil européen avec l'annonce qu'il serait un échec. Nous sommes sortis avec un accord politique sur une méthode. Non, je ne crois pas qu'il y ait un accord politique global dont une partie sont les centres fermés, je vais y revenir, mais qui prévoit l'intervention en amont dans les pays de passage comme le Tchad, comme le Niger, dans les pays de transit, dans les pays comme la Libye, qui prévoit aussi la sécurisation des frontières européennes et qui prévoit ensuite une gestion au sein de l'Europe qui passe par les centres fermés. La Grèce s'est montrée ouverte à cette question. Il faut, comme l'a proposé le président de la République française Emmanuel Macron, que ce soit en lien avec le HCR. Il ne s'agit pas de prison, il s'agit de centres d'accueil qui vont permettre d'identifier celles et ceux qui doivent avoir le statut de réfugié. Mais l'Italie n'en veut pas sur son territoire. La crise reste ouverte. En fait, on se rend compte aujourd'hui que le sommet n'a rien résolu. D'ailleurs, Angela Merkel, visiblement, est encore très menacée ce matin dans son pays de voir la coalition qui la soutient exploser. Mais vous savez, le paradoxe, c'est que ce n'est pas une crise de migrants ou du phénomène des migrants, c'est une crise politique. Il suffit de regarder les chiffres de ces dernières années. Il y avait 1 500 000 migrants, un peu plus, qui rentraient en Europe en 2016. Et on est dans la situation aujourd'hui où, pour l'Italie, par exemple, ça a baissé de 89% depuis le début de l'année. Et donc, il y a un phénomène politique qui se pose sur ce sujet et on ne parle que de cela. Et donc, c'est vrai en Allemagne et c'est vrai en particulier depuis l'élection de M. Salvini, qui est un ministre d'extrême droite de la Ligue du Nord qui est devenue la Ligue, et qui aujourd'hui en fait un objet politique. Donc évidemment, on sait que les négociations seront difficiles. C'est un ministre d'extrême droite, dites-vous. Ça veut dire que vous pensez que, par exemple, son homologue français, Gérard Collomb, ne devrait pas le rencontrer ? Je trouve votre remarque à la fois impertinente, mais surtout injuste, parce que vous faites une formule qui dit, vous dites c'est un ministre d'extrême droite, son homologue français ne devrait pas le rencontrer. C'est une question que je vous pose. Non, mais si vous précisez, c'est le ministre de l'Intérieur, est-ce que le ministre de l'Intérieur français doit le rencontrer? Ma réponse est oui. Mais c'est le lien entre le ministre d'extrême droite et son homologue qui est impertinente. D'accord. Mais est-ce que Gérard Collomb peut rencontrer Matteo Salvini sans que ça pose problème? Oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a la position et le positionnement politique de l'ancien patron de la Ligue du Nord, que je combats, moi, politiquement. Et ensuite, il y a le choix que les Italiens ont fait. Ce choix, il est légitime. Les Italiens l'ont fait. Le gouvernement aujourd'hui et le chef du gouvernement italien sont parfaitement légitimes. Et nous n'avons pas, nous, la France, à décider ce qui est bien ou pas bien pour l'Italie. Il nous faut travailler avec eux. Il y a 20 ans, le gouvernement français avait boycotté les ministres extrême droite autrichiens. Oui, et est-ce que ça a changé quelque chose, en particulier en Autriche? La réponse est non. Et donc, je pense que nous ne devons pas ostraciser. On a bien vu que depuis 20 ans, la montée des populismes partout en Europe doit nous alerter et que nous devons plutôt porter des réponses partout où naissent les craintes qui amènent au populisme plutôt que de stigmatiser tel ou tel. Vous avez raison de dire que la crise est politique. Si des bateaux d'organisation humanitaire sont encore en Méditerranée, comme on l'a vu à 2 reprises, et si l'Italie et Malte ne veulent pas les accueillir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la France continuera à fermer ses ports? La France continuera à exiger l'application du droit international. Le droit international prévoit que les bateaux doivent accoster au plus près. Les bateaux qui portent des gens qui sont en risque doivent accoster au plus près. Et donc, mais si les pays nous maintiendrons la pression au niveau de l'Europe, et ça a été dit lors du Conseil européen la semaine dernière, pour que ces pays puissent les accueillir. Non, la solution, ce sont justement les centres fermés que le président de la République a proposé, que la Grèce en partie a accepté, qui devront permettre d'être contrôlés, accompagnés par le HCR et d'identifier celles et ceux qui doivent trouver asile, parce qu'on parle de droit d'asile en Europe, et ceux qui ne doivent pas trouver asile et qui devront être reconduits à la frontière européenne. Mais comme les pays concernés ne veulent pas de centres contrôlés, vous voyez bien qu'on tourne en rond, un peu comme les bateaux sur la Méditerranée. Oui, mais est-ce qu'on fait rien? Ou alors on subit et on laisse M. Salvini décider ce qui est bon pour lui et qu'il l'applique à toute l'Europe? Je pense que le débat, il est là. Il est de ne jamais oublier que c'est une posture politique de M. Salvini qui met l'Europe en difficulté. Est-ce qu'on doit céder? La réponse est non. Est-ce que la position française ne manque pas un peu de générosité? Hier, on a fêté la mémoire de Simone Veil, qui précisément était une femme généreuse. Il y avait beaucoup de tweets dans ce sens dans la journée d'hier. Mais elle ne manque pas de générosité quand justement nous faisons une loi, quand Gérard Collomb présente une loi qui sur l'asile se veut beaucoup plus généreuse que ce que nous sommes, parce que nous pensons que nous avons un devoir pour celles et ceux qui fuient leur pays parce qu'ils risquent d'y mourir pour des raisons militaires notamment, qui viennent de Syrie ou d'autres pays. Et donc nous devons être plus rapides dans l'instruction, plus généreux dans l'accueil et dans l'intégration. Et la question est de savoir si on est capable de bien gérer l'intégration. Depuis 30 ans, on s'est jeté des chiffres sur le nombre de personnes qui sont accueillies ou pas. On ne s'est jamais préoccupé de la qualité de l'intégration, elle est essentielle. Un commentaire sur cette motion adoptée à l'unanimité par les élus corses vendredi, une motion sur l'accueil des réfugiés. Donc, demande la création d'une commission chargée de trouver des solutions pour un accueil efficace des migrants. L'Assemblée de Corse menace d'une certaine manière d'accueillir un bateau
de migrants si personne ne voulait les accueillir. Comment vous réagiriez si la chose se produisait ? Je pense que le droit doit s'appliquer partout, en France, même en Corse, et qu'aujourd'hui, ça n'est pas une compétence de la collectivité corse que de gérer cela. Mais si par contre l'Assemblée de Corse veut se montrer plus généreuse, notamment dans l'intégration et l'accompagnement des réfugiés qui légalement seront accueillis en France, nous travaillerons volontiers avec eux. Si les autorités de l'île veulent ouvrir, ou de la ville veulent ouvrir le port d'Ajaccio à un bateau, le préfet s'y opposera. Je pense que les autorités corses veilleront à respecter la loi au-delà de la motion. Donc ça ne sert à rien, c'est de l'agitation de leur part. Écoutez, je ne vais pas commenter une motion prise par la collectivité corse. Ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement veut poursuivre le dialogue. Certaines autorités corses ne le souhaitent pas. Autre sujet d'actualité, depuis hier, vous le savez bien sûr, ça ne vous a pas échappé, on ne peut pas rouler à plus de 80 sur les routes secondaires en France. On ne peut pas dire que les automobilistes que nous allons entendre s'en félicitent. C'est pas parce qu'on va mettre à 80 km/h sur les routes que les gens vont rouler moins vite. Ils auraient pu mettre 80 km/h sur des tronçons de route qui sont vraiment dangereux. Moi, ce qui m'embête plus, c'est le problème des points, quoi. Voilà. C'est moi qui juge la vitesse. Je veux dire, j'ai pas besoin de quelqu'un plus intelligent, soi-disant plus intelligent que moi, pour jauger la vitesse. Vous avez mal expliqué un sondage IFOP-JDD hier. 25% des Français sont favorables à cette mesure, 75% y sont opposés. Je veux dire, je pense que même si nous étions des génies de la communication, on est sur un sujet qui, au moins depuis 1973, a montré que chaque fois que vous touchez à la sécurité routière, les conducteurs y sont opposés. Et pourtant, depuis, on a sauvé des vies, on a diminué par 5 le nombre de morts sur les routes. Et donc, je crois qu'il faut avoir du courage politique. Moi, je suis choqué plutôt par la récupération politique que certains font de ce sujet. Je comprends l'émotion des conducteurs qui, comme le dernier intervenant, considèrent qu'ils sont les meilleurs juges de ce qu'ils doivent faire sur la route. Ce que je note, c'est que depuis 3 ans, le nombre de morts augmente sur nos routes. Donc oui, il faut du courage politique. Cette mesure est impopulaire, je l'assume. C'est de la récupération politique quand l'UDI dit, par exemple, qu'il faudrait peut-être adapter cette mesure aux axes qui sont réellement accidentogènes et qui Vous savez, la récupération politique, c'est celle d'avoir tenté, par exemple, d'expliquer que c'était un coup des Parisiens contre les ruraux, parce que les ruraux, eux, roulent. Mais les ruraux, ils meurent... C'est aussi vécu comme ça, vous le savez. Oui, mais la réalité, c'est que les ruraux, ils meurent 2 fois plus sur nos routes que les Parisiens, que les urbains. Et donc, ce sont eux les principales victimes. Dans cette mesure, elle va sauver beaucoup plus de ruraux que d'urbains. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'opposer les uns aux autres. Il ne faut pas accompagner le poujadisme ambiant. Il faut assumer quelquefois du courage politique. Édouard Philippe a porté cette mesure. Je suis fier de la porter à ses côtés. Et il faut une sévérité immédiate. Il faut d'abord de la pédagogie. Et donc, c'est le moment de la pédagogie. Jusqu'à quand ? Et c'est le cas. Mais la pédagogie est toujours utile le plus longtemps possible. Mais ensuite, il y a des règles. Et donc, à 90, on pouvait s'affranchir du 90. On était sanctionné dans quelques semaines à 80. Surtout si vous avez une conduite dangereuse. Et puis, tout dépendra aussi de l'excès de vitesse. Il y aura des sanctions, c'est normal. On sait que les sanctions sont nécessaires. On sait, par exemple, que les radars qui ont été installés ont fait baisser la vitesse en France. Et donc, ont diminué le nombre de morts et de blessés graves. C'est quoi, tolérance jusqu'à la rentrée ou tolérance jusqu'à la fin de l'année ? Non, ce sera laissé à l'appréciation des forces de l'ordre, des gendarmes, des policiers, et il n'y a pas de consigne. Vous savez très bien que si je vous répondais jusqu'à la rentrée, tout le monde considérera que finalement, c'est pas au 1er juillet que ça rentre en vigueur, que c'est au 1er septembre. Donc personne ne vous dira cela. En attendant, je crois qu'il y a une invitation simple. Aujourd'hui, la vitesse est limitée à 80 km/h. Vous allez perdre quelques secondes aujourd'hui, et peut-être qu'on va sauver une vie par jour. Je pense que c'est essentiel. Vous restez avec nous, 8h51, l'essentiel de l'info. Edwige Coupez. Une victoire historique pour la gauche au Mexique avec l'élection d'Andrés Manuel López Obrador, élu avec plus de 53% des voix. Il a promis de chasser la mafia du pouvoir, incarnée par le président sortant. Donald Trump l'a félicité, s'est dit prêt à travailler avec lui. Justin Trudeau, au Canada, salue lui un ami proche. Près de 3000 policiers et gendarmes mobilisés pour tenter de retrouver Redouane Faïd. Le braqueur récidiviste s'est enfui hier de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Le parquet de Paris ouvre une enquête. La ministre de la Justice reconnaît qu'il y a peut-être eu une défaillance. Pour Info Pénitentiaire sur France Info, il aurait dû être dans une centrale sécurisée. Gilles Simeoni à Matignon. Aujourd'hui, le président du Conseil corse va finalement rencontrer Édouard Philippe. C'est la dernière réunion sur l'avenir de l'île. Une rencontre boycottée par l'autre dirigeant nationaliste, l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni, qui veut lui dénoncer par ce boycott le mépris, selon lui, du gouvernement. Russie-Croatie, c'est la deuxième affiche des quarts de finale du mondial après France-Uruguay. La Russie qui a sorti l'Espagne. La Croatie, elle a battu le Danemark. Les 2 matchs se sont réglés au tir au but. Suite des 8e aujourd'hui avec Brésil-Mexique et Belgique-Japon.
France Info. Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et délégué général de La République En Marche, est l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Vous avez annoncé la semaine dernière, et Christophe Castaner, la création d'un institut de formation pour La République En Marche que vous dirigez. Donc, c'est un peu comme Marion Maréchal Le Pen, vous voulez former les cerveaux de demain, c'est ça ? D'abord, cet institut de formation Tous Politiques s'adresse à tous les Français, pas seulement à des cadres. Il ne s'agit pas de faire de l'endoctrinement, mais plutôt d'accompagner la société de l'engagement qu'appelait le président de la République de ses voeux lors de son discours, son allocution du 31 décembre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de femmes et d'hommes qui n'osent pas venir dans l'engagement, pas forcément dans l'action politique, certains y viendront, mais qui n'osent pas s'engager dans une association. Et donc notre idée, c'est vraiment de mettre beaucoup de moyens pour que chacun puisse trouver d'une façon différente. Ça peut être un MOOC, c'est-à-dire une formation sur Internet, ça peut être une journée, 2 journées, 3 journées de formation, puisse trouver les moyens de s'engager. Et vous, le budget, 2,5 millions, j'ai vu, c'est ça ? Oui, à peu près 2,5 millions par an. Ça, c'est sûr. Vous avez beaucoup d'argent après les élections législatives, donc vous voulez l'utiliser pour partie à former des gens. Mais oui, c'est beaucoup d'argent, mais je pense que la formation, c'est essentiel. Elle est essentielle tout au long de sa vie dans son engagement professionnel. Elle l'est aussi dans un engagement citoyen. Et je pense qu'il y a trop de gens qui n'osent pas. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, nous sommes en train d'identifier 1000 profils, 1000 personnes, 1000 talents dans les quartiers. Dans les quartiers là où souvent les jeunes pensent que la politique, c'est pas pour eux. Et on veut les identifier, on veut les accompagner, on veut les former. Et peut-être que demain, ce seront eux qui diront tiens, j'ai envie de me présenter aux élections municipales. Dont acte, on les accompagnera. C'est un peu ça la perspective, les élections municipales. C'est une partie de la perspective, mais pas seulement. Je veux que tout citoyen, qu'il soit adhérent, sympathisant de La République En Marche, peu m'importe, puisse trouver les moyens de se former. Vous aurez des candidats à La République En Marche partout, municipal ? L'objectif n'est pas d'être dans 35 500 communes avec une étiquette, mais d'être dans le débat partout, oui. C'est-à-dire d'avoir des têtes de liste dans les villes de plus de 9000 habitants, par exemple, partout ou pas, Oui, ça vous fait près de 500 communes qui sont concernées en France. Mais oui, nous serons présents le plus souvent dans les communes sur le débat. La seule chose que j'ai précisée, c'est que contrairement aux autres partis politiques où parce que l'autre, le sortant, a une étiquette différente de la sienne, on considère qu'il est nul, ça n'est pas le cas. Donc j'ai demandé aux marcheurs de faire un diagnostic commune par commune de l'action municipale pour voir si on lui propose de travailler avec lui, si on lui propose de contribuer en apportant des candidats ou si on présente des listes pour porter une autre offre politique. Travaux pratiques à Paris ? Bonne mère ou pas bonne mère ? Il faut présenter quelqu'un contre elle ou pas forcément ? Moi, j'ai le sentiment que Paris a besoin d'alternance. Donc là, un candidat à La République En Marche serait bienvenu. Oui, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui. L'aspiration des Parisiens, ils l'ont marqué dans le vote à l'élection présidentielle, à l'élection législative, montre qu'il y a un besoin d'un nouveau souffle pour Paris. Elle est essoufflée, Anne Hidalgo. Je ne vais pas à juger Anne Hidalgo, mais je sens l'aspiration des Parisiens. Benjamin Griveaux, ça pourrait être un bon candidat. C'est trop tôt pour le dire. Ils sont nombreux à l'espérer, à le vouloir et à en avoir la capacité. Plus près de nous, les élections européennes. Vous allez prendre la tête de la liste pour les élections européennes ? Nous ne sommes pas dans cette actualité-là. Par contre, je conduis actuellement à la fois un travail d'élaboration d'un projet politique pour la France et aussi je conduis une tournée européenne pour chercher des partenaires politiques, pour sortir de la prison des groupes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une logique de groupe au Parlement européen qui fait qu'on choisit avant même l'élection le budget, ce qui est en train d'être envisagé pour les années à venir, et même ceux qui seront en responsabilité. Imaginez un peu, ce sont ceux qui peut-être seront battus et qui de toute façon ne seront plus députés européens quelques mois après, qui choisissent les institutions pour la suite. Ça n'est pas acceptable. Ce système-là, je veux le combattre et je veux que nous le changions. J'ai besoin de partenaires européens. J'étais à Madrid la semaine dernière, à Rome la semaine précédente, et donc je poursuivrai cette tournée. Mais pour la France, quel est le profil de la tête de liste ? Là, vous êtes échappé en Europe, moi je vous parlais de la France. Non, mais vous m'avez posé la question pour ce qui me concerne. Et donc je vous ai dit que ce n'était pas du tout d'actualité. Je pense qu'il faut convenir d'un projet politique. Moi, j'ai des responsabilités politiques à la tête de La République En Marche. Je prendrai toutes mes responsabilités. Ce qui veut dire ? Que je peux éventuellement être candidat, mais qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est le projet politique que nous allons construire. Et c'est aussi la capacité d'avoir une liste avec des femmes et des hommes qui soient profondément renouvelés. On a du mal à comprendre quelquefois Emmanuel Macron. Il a reproché à un petit jeune homme de l'avoir appelé Manu lors d'une cérémonie. Mais non, tu me dis, monsieur le président, c'était un lundi, et puis un mardi et le jeudi, lors de la fête de la musique à l'Élysée, on a entendu ces paroles-là traduites par l'émission de TMC Quotidien. Je vous le dirai après que vous ayez entendu.
Ce soir, brûlons cette maison, c'est ça qu'on a entendu dans la cour de l'Élysée. Et puis il y en a une, je m'excuse de la vulgarité, danse, Non, enculé, mais Jean-Michel, non, enculé mais de non. ta mère danse. Voilà, d'accord, ok. Mais, C'est la première fois que je vous entends ainsi. oui, monsieur c'est vrai, Apathy. c'est vrai. Ah, mais c'est pas moi, c'est eux. Vous vous lâchez là d'un coup. Non, non, c'est eux, Faut c'est faire eux. attention à l'abus de bœuf, comme il a dit. Hein. Oui, oui, non, il n'y a pas d'abus de bœuf. C'est eux, c'est eux. Et alors, ça ne choque pas, ça, dans la cour de l'Élysée? Vous savez, je crois qu'on a voulu rendre hommage à la French Touch, c'est-à-dire aujourd'hui, toutes celles, tous ceux qui portent une musique différente dans le monde entier. Je pense Quitte que à la vulgarité. je pense que la cour de l'Élysée était utile aussi pour cela. Voilà, il n'y a pas de sujet à polémique. Vous savez, si on devait traduire la totalité de ce qu'on entend sur nos ondes, certainement pas sur France Info, je pense qu'il y aurait une pensée une morale de la pensée qui nous empêcherait d'écouter certaines musiques. Merci beaucoup, Christophe Castaner. Très Merci à bonne vous. journée à vous.